sauf pour les maths, où il y avait les sirènes, la formation continue est organisée par les inspecteurs pédagogiques régionaux. Et donc, avec la création des MAFPEN, mission académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, composante académique, sous l'autorité du recteur, avec un chef de MAFPEN la plupart du temps. Ancien directeur d'IREM, oui, des universitaires, ancien directeur d'IREM. Je ne sais pas si tu l'as été, Pierre. Je l'ai été. Tu l'as été, voilà, comme Alain Bouvier, Bernard Cornu, et moi aussi, oui, ont été, disons, directeur, chef de MAFEN, président de la conférence des chefs de MAFEN, etc. Donc c'était une terre d'accueil pour les directeurs d'IREM. Mais il y avait des différences quand même notoires au niveau du fonctionnement, que les règles de fonctionnement des IREN dataient un peu de l'époque de la création où il y avait beaucoup de moyens et on privilégiait la recherche-action. On avait un positionnement universitaire qui était important, plus que dans ce que pouvaient faire les MAFPEN. Donc on avait au niveau des MAFPEN et des IREN une situation un peu particulière qui pouvait quelquefois amener quelques tensions. L'autre événement qui s'est produit à peu près à la même époque, ça a été la fin de la gestion nationale des moyens, avec la déconcentration du système éducatif, c'est-à-dire le passage des compétences du niveau national au niveau académique, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir et de partager le gâteau entre nous au niveau de l'ADN, les moyens de la formation continue, il fallait maintenant passer sur les fourches codines des recteurs, ce qui était tout à fait le cas pour certaines académies où le positionnement des IREM a été fragilisé. Et l'autre phénomène aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était le fléchage des moyens universitaires. C'est-à-dire moi, qui suis un très vieux, quand j'entends des présidents d'université dire on vous donne des moyens, mais attendez, si on refait un peu l'histoire, les moyens ils étaient fléchés. Hein. Donc, tu disais, sur Paris, il y avait combien de... Il y avait 6 postes. 6 postes de Lyon, et à Lyon, c'était pareil. Donc, les postes étaient fléchés, les postes de l'enseignement supérieur. Donc, on a eu une évolution quand même assez dure et qui fait qu'un certain nombre d'IREM ont été fragilisés. Et moi, je n'avais pas la poigne ni de Pierre Julien, ni je n'étais pas secondé par Jean-Louis Aubard qui avait mal tourné, qui était devenu inspecteur général. Et donc, je ne me sentais pas d'aller dire à mes petits collègues directeurs d'IREM, il faudrait mettre un peu d'ordre dans vos affaires. Voilà. Alors, pourquoi ça a tenu? Pourquoi, finalement, avec ces évolutions qui ont été violentes quand même et qui ont provoqué des tas de difficultés, pourquoi le réseau des IREM a encore tenu? Et je crois que c'est le fait que l'ancrage universitaire est important. Il a joué vraiment un rôle essentiel dans la survie de ce système. Et l'intervention d'un certain nombre de grands universitaires, on parlait de Jean-Pierre Kahn, je pense à Jean-Pierre Kahn, je pense aussi à Adrien Gouady, enfin, il y a un certain nombre de grands universitaires qui sont intervenus pour soutenir ce réseau. Et ça a été quelque chose d'essentiel. Voilà. Alors, il ne faut pas désespérer, de temps en temps, il y a des femmes. Merci. Il faut qu'elle vienne de Besançon, presque, de Paris. Oui. Alors moi, si j'ai compris, l'IREM de Montpellier, j'ai vu que l'IREM de Montpellier était très représenté ici aujourd'hui, avec le président de Montpellier, etc. Bon, alors, que vous dire qui n'a pas été dit? Que d'abord j'ai essayé de défendre tant au niveau local, de l'IREM de Montpellier, que de la présidence de la DIREM, une politique générale, pas de politique scientifique, qui a été déjà pas mal décrite, c'est-à-dire de ménager à la fois l'ancrage universitaire des IREM. Et dans votre rapport, ça a été absolument capital dans le maintien des IREM. Je ne sais pas trop ce qu'il en est maintenant, mais en tout cas, ça a été absolument capital. Et d'une part, et par ailleurs, de préserver de bonnes relations avec les autorités académiques, en particulier avec les corps d'inspection. Voilà, donc c'est ce balancement qu'il fallait ménager au niveau local.
au niveau national également, et notamment en venant à l'aide, parce que bon, j'ai pris la suite de Marfort, et il est vrai que la période, ce qui a été très difficile dans cette période, ça a été ces changements institutionnels, avec l'arrivée des AFPEN. Une partie des moyens a été quand même négociée au niveau national, mais une partie était au niveau des IREM, et la situation était effectivement très différente d'un IREM à l'autre. Et donc, je me rappelle que dans cette période, l'ADIREM et le bureau de l'ADIREM en particulier était très très occupé. Il nous a fallu aller parfois au niveau local dans certaines académies pour défendre la position de l'IREM, etc. Donc la situation au niveau de l'ADIREM, la situation se complexifiait. On était arrivé à une espèce d'équilibre qui s'est trouvé rompu quand même avec l'arrivée des MAFPEN. Donc la situation devenait vraiment de plus en plus complexe et on passait énormément de temps dans des discussions stratégiques, politiques, politiciennes, vraiment. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a, me semble-t-il, qu'on a mis en place le comité scientifique des IREM. Parce qu'en effet, on manquait de temps pour réfléchir au niveau de l'IREM sur la politique scientifique des IREM. Et puis aussi, on avait toujours les problèmes de répartition des moyens au niveau de l'IREM. Et c'est vrai que cette répartition, même si on avait des chiffres qui nous aidaient, qui nous donnaient en gros, voilà, que l'on appliquait pour avoir la répartition des dotations, il restait quand même, d'une part, les commissions et les IREM, qui s'étaient beaucoup développées. Et on éprouvait le besoin de faire reposer ces répartitions sur des critères d'analyse du travail qui était fait dans les IREM et dans les commissions. Donc l'idée de s'adjoindre un comité, me semble-t-il, vous me direz, parce qu'à cette époque-là, dans le bureau de l'IREM qui était très actif, il y avait Marc Faure, Michel Henry, Régine Douady, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a joué un rôle très très important, et moi-même. Et on a eu cette continuité pendant un certain nombre d'années. Et bon, je pense que l'idée, même si ça s'est fait sous ma présidence, si je puis dire, je pense que l'idée, c'est une idée qui a émergé de notre collaboration à tous les cadres, puis au directeur d'IREM. Donc de créer ce comité, de nous adjoindre ce comité pour éclairer nos décisions, en quelque sorte. Voilà. Donc voilà, je vais dire un mot sur le comité. Je voudrais dire un mot aussi sur, pour éclairer peut-être le niveau national aussi, sur l'IREM de Montpellier, qui a eu, comme chacun des IREM, des particularités. Mais disons que c'est un IREM qui a été créé dans les premiers, qui a été relativement bien doté. Et ce qui s'est passé, c'est que les relations avec l'université ont été dès le départ excellentes. Le premier directeur de l'IREM était quelqu'un d'un professeur très très estimé, un homme absolument adorable. Et d'ailleurs, tu nous as demandé ici d'évoquer quelqu'un qui avait été important dans l'IREM, etc. Évidemment, il y a eu des personnes au secrétariat, mais ces personnes sont parties à la retraite il y a fort longtemps. Et donc là, vraiment, je voudrais rendre hommage à ce premier directeur du l'IREM Montpellier, certainement l'ont connu, il s'agit de Charles Roumieux, qui était vraiment un honnête homme, un homme honnête et un honnête homme. Et je crois que le fait qu'il soit aussi apprécié dans le département de la thématique, ça a établi des relations de confiance entre l'IREM et le département de mathématiques. Et je crois que ces relations, finalement, c'était un très bon départ. Et que ça s'est maintenu, et j'ai cru comprendre, parce que j'ai beaucoup parlé avec les collègues de Montpellier, là, depuis hier, et j'ai cru comprendre que ces relations, elles restaient toujours relativement, hélas, exceptionnelles. Voilà, donc je tiens à rendre hommage à Charles, qui est décédé il y a quelques années maintenant, et qui vraiment a impulsé quelque chose d'extrêmement positif au niveau de Montpellier. Voilà. Bon, je voulais dire un mot sur l'interdisciplinarité, mais je crois qu'on va laisser tomber. Hein. Voilà. Donc, l'interdisciplinarité a commencé, mais pour nous, ça se complique dans l'ordre, parce qu'on doit passer dans le tableau de gauche à droite de temps en temps, puis de droite à gauche. Tu te trouves à droite.
C'est pas naturel chez moi. Oui, dans ce quatrième dira que Sylvette a dit tout de suite, là, entre Marc Lefort, Régine Douady, Sylvette et moi, pendant plusieurs années, on était associés au fonctionnement du réseau des IREM. Et un jour, Marc, après avoir longtemps réfléchi dans des colloques de la DIREM à la diffusion des travaux des IREM, Marc m'a dit il faudrait peut-être faire quelque chose. Un jour, une anecdote personnelle, un jour, j'étais délégué au ministère pour aller encore discuter des moyens et tout ça, et le type qui me reçoit au ministère, un des directeurs, me dit venez voir. Et dans une pièce pas très loin de son bureau, un petit il y avait une montagne de brochures désirées qui remplissaient tout le tout. On ne pouvait plus mettre un pied pour l'autre. Et il y avait là toutes les brochures désirées qui avaient été publiées encore assez récemment. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Bon, effectivement, cette montagne de publications était inopérante. Et finalement, peut-être localement, elle servait à quelque chose. Et moi, c'est ce que j'appelais à l'époque la littérature grise, c'est-à-dire qui était à la fois des moments de formation à l'écriture pour les animateurs désirés, donc très importants, et aussi l'état des travaux locaux. Mais ça n'était pas, on l'a longuement évoqué hier et aujourd'hui, les moyens de diffusion du travail du réseau. D'où cette idée de créer une revue vitrine des IREM. Et au départ, on avait dit, eh bien, on va reprendre les articles les plus intéressants, les plus publiés dans les IREM. Or, ça a vite dérivé. Effectivement, on a publié des articles intéressants et bien qui avaient été publiés dans les brochures des IREM, mais vite, on recevait des articles de bon niveau, bien écrits, intéressants, et qui n'avaient pas été publiés dans les IREM. Et que Repère publiait, puisqu'ils étaient intéressants, de bon niveau, et très lisibles par les profs. Et donc, petit à petit, la revue Repère, plutôt que de publier des articles déjà présents dans les brochures, eh bien, a publié des articles. Bon, alors, il y a eu un comité de rédaction. Là, il y avait de l'action, puisque dans ce comité de rédaction, je voudrais quand même rendre hommage aussi à Rudolf Kusch, qui avait une grande autorité, mais une autorité assez violente. Et en face de lui, il y avait du chevalard. Et puis, bon, bref, on s'amusait au comité de rédaction à l'époque, et ça y allait. Mais la rigueur de pensée de Rudolf Kusch imposait une qualité remarquable aux articles de Repère. Voilà, simplement pour évoquer cela. Et depuis, Repère a continué. On en est au numéro 115. Il faut rendre hommage, un hommage appuyé à Michel Miglia et Philippe Lombard, qui depuis le début met en page Repère, fait toute la maquette, la rédaction et tout ça, c'est un gros travail. On est au numéro 115 et c'est toujours Philippe Lombard qui continue à faire cette mise en page. Et Michel Miglia, associé à Philippe, s'est occupé de créer le contexte éditorial nécessaire, les abonnements, etc., qui maintenant sont gérés à l'IREM des Grenouilles. Donc là, un hommage véritable pour ce couple. Et puis, moi, je rendrai personnellement hommage aussi à Yves Ducet, qui a repris le flambeau et qui gère Repère IREM d'une manière, moi je dirais, magnifique. Donc voilà, Repère vit bien, Repère continue et continuera encore longtemps. Pendant que j'y suis, à propos du comité scientifique. Alors c'est une idée qui traînait dans notre groupe, puisque c'est Marc qui, quand il était président, est aussi lancé l'idée qu'il faudrait dégager, comme Sylvette l'a dit, les directeurs d'IREM de la gestion des gommes d'écréments pour ensuite avoir une prise de recul par rapport à la politique scientifique du réseau.
Et c'est ainsi que, quand Sylvie est arrivée présidente, eh bien, on a poursuivi cette idée-là un an après, et le comité scientifique est né de cette idée. Il a été tout de suite composé par d'éminents personnages, dont Jean-Pierre Calle, dont on a parlé, Jean-Pierre, ici présent, et puis il faut effectivement rendre hommage aussi à Jean-Pierre Raoul, qui a animé pendant de longues années ce comité scientifique avec ses comptes rendus et tout ça. Et il y a énormément de travaux. Et moi, je retiendrai parmi tous ceux-là un gros travail sur la modélisation, par exemple, produit par le comité scientifique des sirènes. Voilà. Alors, on avait un petit message de André Antibi, mais il ne nous l'a pas envoyé sous un format facilement lisible dans l'amphi. Donc, voilà, donc il nous faisait coucou, il nous donnait un témoignage. Voilà, donc si on a quelque chose de visible, on verra. Voilà, donc c'est Rallye, il ne parlera pas de Rallye du coup. Et du coup, on reste côté conseil scientifique, comité scientifique, puisque voilà, Jean-Pierre Calle, pour cause, ne peut pas être avec nous. Et on passe à Jean. Moi, je voudrais dire juste quelques anecdotes. Je suis entré comme directeur d'IREM un peu par hasard, c'est un des derniers IREM créés, qui est l'IREM de Nantes. Et ce sont des gens de l'APM à Nantes, à l'université, qui m'ont dit il faut absolument, on a besoin d'un collègue universitaire de rang A. Tu n'auras rien à faire. Moi, je partais aux États-Unis pour 5-6 mois. Accepte d'être directeur des... Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai compris que la situation était d'un autre type. Pas simplement, il y avait de vrais problèmes à Nantes. Il y avait un refus pour cela. Et là-dessus, une aide que j'ai trouvée extraordinaire, véritablement extraordinaire, parce que le recteur a d'abord refusé. Mais vraiment refusé. Et ce qui s'est passé, c'est Lichnowitz, qui est venu à Nantes, qui m'a demandé de venir avec lui. On était dans le cabinet du recteur, il a forcé la porte, et j'ai assisté à une engueulade absolument extraordinaire, mais finalement, lui-même a été calé. Mais c'est Lichner qui a vraiment tout pris sur lui. Moi, je pouvais... rajouter un petit détail encore, le président de l'université m'avait désavoué. C'est-à-dire, l'université n'a absolument pas s'occupé de ça. Donc, il y avait une situation un peu difficile. Mais tout s'est passé. Un deuxième souvenir, mais cette fois-ci, moi j'avais l'impression qu'avant le conseil scientifique, le comité scientifique, il avait été créé, alors j'avais l'impression d'en avoir été le responsable, il avait été créé un groupe dont le but n'était pas des actions, dont le but était de rédiger un rapport. C'est un des premiers rapports d'évaluation en France qui a été fait sur justement le fonctionnement des événements, le fonctionnement intellectuel, le fonctionnement d'action, pas du tout le fonctionnement financier et autres. Il me semble que ça s'est passé un mois et on a fait un rapport qui a posé, pas du tout ce qu'il vaut, mais qui avait posé un certain type de questions. Je me souviens d'une des questions qui n'était pas du tout évidente, c'était un certain nombre d'IREM étaient impliqués dans une sorte de coopération un peu complexe avec le Maroc, et notamment on faisait venir des étudiants de l'école normale, des écoles normales du Maroc, je crois Marrakech, Rabat, c'est une mention exacte, mais on avait signé, et ça c'était un vrai scandale, on avait signé une sorte d'accord, non pas les gens des IREM, mais on avait accepté cela, c'était que les étudiants qui passaient les examens de DUG n'avaient pas le titre de DUG. C'est-à-dire que l'idée c'était qu'ils rentrent au Maroc. Mais imaginez des universitaires qui signent des choses comme ça. Donc ça a été un des points non négligeables de discussion sur le... Bon, voilà. Et puis, la troisième chose, juste pour raconter, effectivement, à propos, pour faire une suite aux affaires de publication, je me souviens que l'une des questions intéressantes, et on en discutait en conseil scientifique, c'était que les publications des IREM
doivent comporter en dernière page une explication. D'abord une explication du niveau, une explication de qui a fait quoi, une explication du genre même de question, c'est ça, un compte rendu d'expérimentation, c'est au contraire une activité de recherche, c'est une activité d'action, etc. Et que ce soit court, bon, ça c'est grosso modo fait, bien évidemment avec le système ensuite Robert permet d'orienter autrement, mais juste peut-être une dernière chose, Lucien avait posé des problèmes non négligeables, j'avais proposé, c'est mise en discussion, proposé que chaque publication d'IREM ayant un caractère non local, c'est-à-dire on voulait faire quelque chose pour toucher plus, soit accompagnée d'une préface qui soit faite, alors c'était ça peut-être, par quelqu'un d'autre que ceux qui avaient participé. Je me souviens que l'une des discussions, c'était oui, mais alors, est-ce que ça peut être une préface critique? C'est un peu ridicule, cette idée-là, mais l'idée que malgré tout, qu'il y ait un sentiment d'empathie pour ce qui était écrit, mais que malgré tout, une préface, c'est aussi pour dire, voilà, il y a ça, peut-être on a oublié ceci, etc. Alors, je ne sais pas, bon, ça, je crois que ça ne se fait plus. Peut-être ça se fait. Enfin, voilà quelques anecdotes, avec peut-être, alors si j'avais, j'ai parlé de Michel Horvitz, parce que je pense que c'était un grand monsieur, très content de faire, il y avait un éloge varié, mais avec une licence, un éloge d'André Michel Horvitz, parce que vraiment ce fut un grand monsieur, même si on peut dire des tas de choses, mais il a joué un rôle. Et un deuxième, juste, on en a parlé, mais c'est aussi Jean-Louis Barthes. C'est un personnage pas facile, mais le directeur du REM ne le retrouvait pas tous faciles, là, ça paraît, c'est une bonne chose, mais là, il y avait Barthes avec une puissance assez remarquable. Voilà. On a travaillé avec Marc aussi. Quand on m'a demandé de venir ici, j'avais des tas de choses à vous dire. Alors au départ, j'avais prévu quelque chose qui devait tenir en 10 minutes. Et puis au début du repas, à midi, on a transformé 10 minutes en 6 minutes. Et puis à la fin du repas, les 6 minutes étaient passées à 3. Donc j'ai été obligé de bazarder la plupart des choses que je voulais vous dire. Et je vais juste citer l'essentiel. Ce matin, à la fin de l'exposé de Michel, quelqu'un a posé la question, finalement, est-ce qu'un groupe IREM, pour exister, il n'est pas obligé de réinventer l'eau chaude, parce que sinon, il n'existe pas en propre. Et à cela, je suis tout à fait d'accord avec cette chose-là. Et en même temps, Michel a rajouté, oui, mais un groupe doit donner plus que ce qu'il est. Et je trouve cette formule extrêmement pertinente et importante. Et personnellement, moi, mon expérience presque 40 ans d'IREM me montre que les groupes sont intelligents et ou idiots, c'est-à-dire qu'ils donnent plus que ce que les gens sont dedans, ou beaucoup moins que ce qu'ils pourraient donner si les gens étaient pris séparément. Ceci tient essentiellement en relation affective que ce groupe entretient. Si ce groupe entretient des relations affectives au premier degré, un amour-estime au premier degré, les gens se tuent mutuellement, les égos prennent le pas sur le coup, et le groupe est pauvre. Et si les gens arrivent à un amour au second degré, ce que j'appelle l'amour-estime épistémique, qui consiste à dire on se donne une communauté de destin. Et je pense que c'est le rôle, non pas de répondre à des demandes ministérielles, mais de se donner une communauté de destin. Et c'est ça que nous voulons ici faire, qui respecte l'altérité. C'est-à-dire qui fait qu'on ne dit pas tous la même chose, on est capable de se contredire, et de se contredire très fortement en s'aimant énormément. Alors, comme je ne veux pas aller plus loin dans mon développement, je vais faire ce que j'ai fait avec les étudiants la dernière année que je les ai eus en première année d'université. On avait une année extraordinaire de débat scientifique, du coup on avait pris un retard colossal dans le programme. Et quand on n'arrivait pas loin de la fin de l'année,
notamment par exemple sur les écologies, on n'est pas fait le théorème de l'existence, etc. Et je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, ça ne sera pas au sujet de l'examen, on en parlera. Mais puisque le samedi, les locaux sont libres et que vous n'avez rien à faire que de rentrer chez vous, je vous propose qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait, si ça vous intéresse. Le samedi, à 8h, je me disais que je vais me retrouver avec 2-3 minutes. Et à 8h, je me suis retrouvé avec l'amphi-plat. Des gens qui venaient avec leur sac à dos, puisqu'il avait dit, il fait partir. Donc on est resté 4 heures ensemble. Donc tout ça, c'est pas pour mettre en avant le débat scientifique, c'est pour mettre en avant ce qui permet ce genre de petit miracle. C'est un petit miracle de faire venir les étudiants le samedi, 4 heures, en leur disant que ça ne sera pas à l'examen. C'est quand même un truc qui vaut le coup d'être cité. Et pour les remercier de ça, le dernier cours, on a fait des mathématiques, etc. Et j'ai terminé en disant, écoutez, on a fait des choses très intéressantes, passionnantes, je veux juste essayer de vous expliquer ce qui a permis qu'on fasse ça. Donc je vous demande 2 minutes, écoutez, je vais vous citer un texte de Prévert, et je vais prendre le risque de le faire à vous. Et ce texte, je l'ai appris par cœur pour essayer de le dire avec une dame, mais comme je me méfie beaucoup de ma mémoire défaillante, je garde quand même le texte devant moi. Le texte de Prévert, c'est cet amour. Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré, joyeux comme le jour, beau comme le jour, et sombre comme le temps. Cet amour si vrai, si fort, si heureux, si joyeux, si dérisoire. Excusez. Tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait si peur aux autres, qui le faisait parler, qui le faisait frémir. Cet amour gentil parce que cet amour guetté parce que nous les guettions, frappe, cet amour frappé, blessé, achevé, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant, et si ensoleillé. C'est le tien, c'est le mien. C'est cette sorte de chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé. C'est cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé. Aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude et vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir, oublier et puis dormir, nous réveiller, souffrir, vieillir et puis nous rendormir. Penser à notre mort et puis nous réveiller, sourire, rire, rajeunir. Cet amour est toujours là. Têtu comme une bourrique, vif comme le désir, tragique comme la mémoire, stupide comme le remords, tendre comme le souvenir, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant.
Il nous parle sans rien dire. Et moi, je crie. Je crie pour lui, pour toi, pour moi. Je t'en supplie, pour toi, pour moi, pour ceux qui ont aimé. Je lui crie, reste là. Là où tu étais, là où tu étais autrefois, là où tu es, là où tu étais autrefois. Je crie pour tous ceux que je ne connais pas. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier et puis nous rendormir. Rêver à notre mort et puis rajeunir. Comme une bourrique, notre amour est toujours là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, idiot comme les remords, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant. Il nous parle sans rien dire, et moi je l'écoute en tremblant, et je crie pour toi, pour moi, je crie et je te supplie. Oui, je lui crie pour toi, pour moi et pour tous les autres. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois, reste là, ne bouge pas, ne t'en vas pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié, toi ne nous oublions pas. Nous n'avions que toi au monde, ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin, toujours, où que tu sois, envoie-nous signe. Beaucoup plus profond, au coin d'un bois, dans la forêt du souvenir, surgit soudain, tends-nous la main et sauve. Merci Marc. Alors Gilles, tu as la lourde charge, tu as eu la lourde charge d'ailleurs de succéder à Marc. Voilà, je ne sais plus trop quoi dire après ça. Bon, qu'est-ce que je peux raconter? Si, quand même, que quand je suis arrivé, c'est le moment où, quand Marc était encore président, où l'IREM d'Amiens a fermé. Et Jean parlait tout à l'heure de l'IREM de Nantes. Et l'IREM de Nantes, le président de l'université de Nantes voulait le fermer. Et il y avait à l'ordre du jour d'un CA, fermeture de l'IREM de Nantes. Et je dois dire qu'à l'époque, ça a été un peu un combat. Je suis arrivé à ce moment-là un peu président de l'IREM. Et Jean-Pierre Raoult a fait un travail formidable pour mobiliser les gens. Je pense qu'il y a eu aussi une APM à Orléans où on a vraiment un petit peu mobilisé les esprits pour essayer de sauver cette IREM. Et le jour du conseil d'administration, le CA n'a pas suivi son président et n'a pas voté la fermeture de l'IREM de Nantes. Voilà. C'est une petite anecdote que je raconte. Et bon, je voulais parler un tout petit peu d'IREM de Caen et dire que bon, mon successeur, François Couchot, c'est quelqu'un qui est resté 12 ans directeur, qui était remarquablement discret, mais qui a toujours fait un travail remarquable. Et aussi parler de mon successeur, Pierre Ageron. François Couchot, c'était mon prédécesseur, je ne me souviens plus ce que j'ai dit. Et Pierre a fait, au moment des 40 ans d'IREM de Caen, un remarquable travail, justement, sur toute l'histoire de l'IREM de Caen, où on peut retrouver un petit peu l'ambiance de cette époque. Et cet article est en ligne, et je vous incite, si vous avez un peu de temps, à le regarder. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de micro, je vais aller vite. Je voudrais, avant toute chose, dire que, donc, avec Ombline,
En gros, il y a l'école qui est de Besançon, nous avons formé un ticket, nous avons succédé à Gilles, et je pense qu'il est important de dire que nous succédions à un autre ticket et que le vice-président qui a fait l'équipe avec Gilles, c'était Michel Dupoiloni, le directeur de l'équipe, le directeur de Grève Valjean, et que voilà, c'est le moment opportun pour lui rendre hommage. Est-ce qu'on peut faire 3 secondes de silence? Voilà, 3 secondes pour un dialogue ou 3 minutes pour un jouet. Bien, alors, nous sommes arrivés, moi j'avais... et j'avais décidé sur le fonctionnement du réseau que j'avais observé depuis 2 ans, puisque j'avais été 2 ans directeur de l'IREM de Paris, où j'avais succédé à Michel Ardix, ce qui n'était pas rien, ce qui était une lourde tâche que j'ai mal appris d'ailleurs, mais enfin, les autres directeurs d'IREM n'ont pas su que j'étais pas l'IREM de Paris. J'ai confiance. J'étais arrivé avec les quelques idées suivantes sur lesquelles je voudrais dire 2 mots rapidement. La première chose que je ressentais très profondément, c'est que le bon fonctionnement de l'IREM et surtout sa survie dans des conditions raisonnables dépendait de façon essentielle du soutien des mathématiciens du département de maths, des labos de maths, etc. Et que ça, c'était une chose essentielle. Alors, nous étions chanceux à Paris parce que nous avions, comme dans plusieurs autres IREM certainement, nous avions eu un soutien vraiment sans aucune hésitation et constant des matheux au milieu desquels nous nous trouvions. Et il n'y avait aucun problème, et l'université, consciente que cette IREM fonctionnait bien, et en harmonie avec le département de maths, nous a également toujours soutenu. Donc, dans tous les cas où il y avait des tensions, alors Nantes, c'était pas tout à fait fini, ça s'est conclu heureusement, mais il s'est avéré qu'à chaque fois, en discutant avec les collègues, on se disait, bah oui, mais les matheux, ils n'ont pas l'air de tellement les soutiennent, ou les soutiennent des goûts d'élèves, ou alors, franchement, ils leur sont ouvertement hostiles. Et c'est là qu'il y avait des problèmes. Alors, je dois dire que la période actuelle où on a tendance à transformer certains IREM en des instituts où dont les mathématiques ne sont pas la seule composante, et m'a-t-on dit aussi, voire sont une composante désormais mineure, ça m'inquiète un peu, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai tort et qu'on va me dire ça marche très bien, même si c'est un IRES. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais des idées sur le fonctionnement des C2I. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y en a aujourd'hui 13, à l'époque il y en avait à peu près 16 ou 17, quelque chose comme ça. Et je trouvais que les C2I, ça ne faisait pas un réseau très visible. Il y en avait qui fonctionnaient pratiquement en marge du réseau, sans jamais... on n'en entendait pas parler, on savait qu'elles avaient des réunions, qu'elles recevaient des moyens, comme les autres, mais on ne les voyait pas vraiment, on avait l'impression que c'était un peu des gens qui étaient canalisés seuls. Je me suis dit, c'est pas bon pour l'image qu'on donne, et c'est pas bon pour les relations, et on a essayé, Henri et moi, d'essayer de rassembler un peu ces deux titres, de les faire éventuellement interagir, et en particulier, c'est nous qui avons proposé et obtenu que les réunions des C2I, qui ce sont 3 ou 4 fois par an selon le cas, ait lieu, une de ces 3 ou 4 réunions ait lieu un jour fixé à l'avance, et ce jour-là, c'est ce qu'on est devenu désormais la journée des C2I, où toutes les C2I se réunissent en même temps, qui sont le même week-end, le vendredi et le samedi, ou les deux, et ensuite il y a une réunion plénière avec toutes les C2I réunies, et ça se fait à Paris en film. Et je crois que cette tradition se poursuit actuellement. Et voilà. Quand il n'y a pas les gilets jaunes. Pardon? Quand il n'y a pas les gilets jaunes, quand il n'y a pas les gilets jaunes. Alors ensuite, il y a eu les rapports avec le ministère, mais comme je crois que tu vas en dire un mot, je vais juste mentionner que on a été soutenu. Alors on a constamment entendu, je n'ai jamais entendu un responsable ministériel nous dire autre chose que ce que vous faites c'est formidable. Malheureusement, moi je suis convaincu de ça, mais pour convaincre tout le monde, il faudrait qu'on ait des traces de ce que vous faites. Et alors l'armoire pleine que tu décrivais
avec des brochures IREM, je pense qu'ils ont dû louer une halle. Bon, avec tout ce qu'on leur a donné. On a passé notre temps, on a perdu une énergie folle. Alors, je dis que c'est perdu, pourquoi? Parce que les gens qui ont fabriqué, qui ont fait tout ce travail, en général, une fois le travail fini, ils se remettent à faire autre chose. Bon, mais maintenant, vous connaissez tous la chanson, parce que c'est partout pareil. On passe sur un contrat ou sur un projet, on passe à peu près un tiers du temps à préparer le projet, à essayer d'aller supplier qu'on vous donne quelque chose pour le mettre en exécution, puis un temps quelconque, disons, un autre tiers du temps à faire le travail, et puis le dernier tiers à rédiger un compte rendu et essayer de justifier de ce qu'on a fait pour avoir mérité du plus. Bon. Et alors, donc ça nous a pris beaucoup de temps. Omblin a fait un boulot formidable de suivi, de distribution des heures, machin, etc. Et pour ça, nous avons été aidés par des personnes qui étaient des personnels administratifs, des secrétaires en général, du réseau, qui ont vraiment été essentiels. En plus, il y avait deux sources de financement, parce que le financement national n'avait pas complètement disparu. Il existait encore, et je crois même qu'il en existe encore un peu. Il n'a jamais été à zéro. Il était dans une zone très rouge, mais il n'était pas à zéro. Donc il y avait d'une part à négocier avec chaque rectorat, et d'autre part chaque rectorat, et puis il y avait encore des discussions sur le nombre total d'heures d'ESCO, globalisées, pas globalisées, enfin bon, je ne vais pas sur les détails. Je voulais juste citer, parce que c'est justice de citer leur nom, quelques-unes de ces personnes qui ont rendu nos tâches administratives moins lourdes. Et alors, il y avait à Dijon Françoise Bess, qui a été secrétaire assez longtemps, en tout cas tout le temps que je citais, qui s'occupait plutôt de l'aspect gestion des finances venues de façon centralisée, c'est-à-dire venues du ministère, l'équivalent de la DGCIP actuelle, je sais comment ça s'appelait, et il y avait un IREM qui était dépositaire de cet argent, parce que le ministère ne pouvait pas avoir la DIREM comme interlocuteur, mais il fallait que ce soit dans un IREM. Bon, après ça a changé, ça s'est déplacé ailleurs, ça s'est notamment déplacé à Paris, où Martine Lamy, à qui je veux rendre hommage aussi, a joué un rôle formidable et elle a pris sa retraite il y a à peine un an. Ensuite, il y a eu Guylaine ou Ghislaine, je ne sais jamais s'il faut dire Guylaine ou Ghislaine, Richer, qui était secrétaire à Grenoble et qui, elle, s'occupait des missions de C2I. Et là aussi, on a échangé un nombre de mails. J'ai regardé l'autre jour les mails échangés, et il y a un nombre incroyable de mails de Ghislaine Richer et de Françoise Bess. Elle a pris la suite de Sylvie Fluget, qui a duré pendant plus de 10 ans aussi. Très bien. Et alors, je voudrais citer aussi deux personnes qui jouent un rôle très important, ce sont les bibliothécaires. Alors, j'en cite deux parce que j'ai eu affaire à elles. Alors, bien entendu, j'ai eu affaire à celle historique de l'IREM de Paris, qui est à Nice-Ornaga, et qui a joué un rôle en particulier pour une revue de didactique. Ensuite, il y a eu à Rouen Joseph Méasson, qui a été extrêmement efficace aussi. Et donc, je pense que tous ces administratifs sont des gens indispensables. Et en plus, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est toujours fait dans une bonne entente et c'était des personnes humainement extraordinaires. Enfin, j'ai une demi-dernière chose. J'ai toujours aussi essayé, mais là je crois que j'ai échoué complètement, de convaincre mes collègues que ce qui était, il y avait un problème qui devenait de plus en plus sérieux et aigu, c'était la question des manuels scolaires. Les manuels scolaires, déjà à l'époque, ça fait 12 ans, 13 ans, 11 ans, étaient d'année en année plus mauvais, et on ne faisait rien. Personne ne faisait rien. Il y avait eu autrefois à l'APM un travail sur les bouquins. Oui, enfin bon, bref. Et moi j'ai proposé qu'on redémarre un travail du même genre. Et bon, je crois que ça n'a pas eu lieu. Et c'est dommage parce que si je regarde les bouquins aujourd'hui, je me dis que les bouquins que je voulais critiquer à l'époque étaient merveilleux. Aujourd'hui, c'est inimaginable à quel point c'est mauvais. Je suis désolé si je vexe les gens qui sont ici, qui sont auteurs de manuels, mais de toute façon, je ne vois pas comment ils peuvent accepter de les rédiger aussi vite. Voilà. Et alors, oui, oui, c'est qu'on a fini avec la mastérisation, qui a été une catastrophe totale dont on subit encore les conséquences aujourd'hui, et dans toutes les discussions que vous avez aujourd'hui, je pense qu'il faudrait redire que la mastérisation
l'organisation de M. Sarkozy et de dire a été la plus grande catastrophe qui a pu arriver à l'éducation nationale. Donc je passe la parole à Nicolas Cajuste pour les manies. Merci René. On va se dépêcher parce qu'on va être enfermé sinon, alors on pourra continuer longtemps. C'est dans les arrêts de jeu, c'est ça? Oui. Dans les tirs au but. Michel. Et il y a Michel aussi qui n'a pas parlé. Bon, alors je vais essayer d'être bref. Ça fait 4 ans que je vais retenir quelques petites choses. Donc les petites choses que je retiens, c'est qu'une présidence d'ADIREM, c'est une rencontre avec des êtres humains formidables. C'est un peu ce qui nous a dit Emmanuel Royer tout à l'heure. Et l'admiration qu'on peut avoir de tous les gens qu'on rencontre. Il y en a plusieurs qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que comme l'a dit René, une présidence est un tandem. Je faisais tandem avec Jérôme Germoni pour la première partie et pour la deuxième partie avec Frédéric Plantevin. Jérôme Germoni vous a laissé le portail des IREM, c'est-à-dire que le portail des IREM a été refondu pendant cette présidence. Ça n'a pas été facile parce que chaque C2I, chaque groupe avait son petit site IREM à côté. Et faire rentrer tout le monde dans le portail, ça n'a pas été simple. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme l'a introduit René, j'ai pris la présidence pendant les années de Sarkozy. Et ça n'a pas été très simple. Mais ça nous a facilité la tâche sur certaines choses, notamment sur la structuration du réseau. C'est-à-dire que depuis 4 ans, la convention avec, peut-être même 6 ans, la convention avec le ministère était caduque. Il a fallu recontractualiser l'ADIREM avec le ministère, sauf que l'ADIREM n'était rien pour eux. C'est-à-dire que contractualiser avec quelque chose qui est rien, c'est pas facile. Du coup, il y avait une idée qui s'est révélée être une très bonne idée de Claude Lobry, qui était alors directeur d'IREM de Nice. L'IREM de Nice, je crois qu'il a disparu, et on ne sait pas bien comment, dans quel état il est, qui proposait de structurer l'ADIREM en un groupement d'intérêt scientifique, un GIS, et c'est ce qu'on a initié dans cette présidence. Et je transmets le flambeau à Fabrice, parce que c'est lui qui a pu conclure la structuration en GIS. Néanmoins, on a pu contractualiser l'ADIREM qui se commençait à se structurer en GIS avec le DGESCO d'époque, qui est maintenant devenu ministre, et Jean-Michel Blanquer. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai quand même reçu une signature de Jean-Michel Blanquer. Comme j'avais prévu de parler un peu des relations avec le ministère, je vais quand même raconter une anecdote, parce que cette anecdote elle est révélatrice de l'état dans lequel nous a mis la Sarkozy et qui n'a pas vraiment changé depuis. C'est aussi une réponse à des choses que nous a raconté Luc dans son exposé, c'est la disparition de l'INRP. Donc ça se passe fin de l'année 2010. Je suis appelé par notre correspondant, qui s'était nommé Jean-Denis, pour me dire « Ah, monsieur Sabine, nous sommes contents, nous pouvons enfin vous proposer un demi-ETP, une chose que vous demandez à René depuis très longtemps, pour s'occuper de priorités. » Il en demandait un, on nous a proposé un demi, pour s'occuper de priorités du réseau, qui était une première chose, c'était la visibilité du réseau, non pas dans nos publications, mais dans nos stages de formation, qui était un travail monumental qui avait commencé à faire Patrick Frétinier, qui malheureusement a dû partir hier, de voir qu'est-ce que tout le réseau propose comme formation dans l'ensemble des académies, essayer de structurer un peu ces formations et de montrer la visibilité. La deuxième chose, c'était les nouveaux programmes du lycée et l'avènement de l'algorithmique, pour lequel il y avait un travail important à mener. Et après, il y avait des tas d'autres pour justifier ces demandes de TP. Donc Jean-Denis m'appelle pour me dire, parce que c'est content, vous nous proposez un demi-ETP. Demi-ETP, j'ai appris après qu'en fait c'était des résidus de ce qui avait été piqué à l'UFE. Je finis rapidement, parce que l'anecdote est quand même importante. Il nous demande de proposer ce demi-ETP dans la minute. Je dis, attends, nous on travaille pas comme ça. On propose un nom qui était dans l'académie de Nantes. Et très bien, j'envoie la notification au recteur. 2 jours après, il me rappelle, c'est une catastrophe. Le recteur de Nantes refuse la mise à disposition de l'UFE. Et la raison était très simple.
c'est que le recteur de Nantes faisait à l'époque, juste après les vacances de Toussaint, il y avait encore des classes propres dans l'académie de Nantes. Et les recteurs ne pouvaient pas enlever un collègue qui était dans des élèves, donc ça pouvait être encore des classes propres. Et je ne crois pas que la situation ait beaucoup changé. Et nous sommes 10 ans après. Quand je suis arrivée à la présidence du comité scientifique de l'IREM, le fonctionnement du comité scientifique de l'IREM était bien posé. Donc ma tâche a été excessivement facile et je le dois beaucoup à Jean-Pierre Raoult qui avait vraiment installé et professionnalisé cette partie de travail, installé le site, les réunions, les commissions, les comptes rendus, les commissions, et qui d'ailleurs a continué à faire tout ce travail pendant que j'étais présidente. Et d'autre part, moi, ce que je retiens de ce comité scientifique, c'est tout le travail qu'il y a avec les débats réguliers qui font appel à des personnes extérieures. Alors au démarrage, avec Jean-Pierre, il fallait le freiner un peu parce qu'il avait tendance à inviter 10 personnes qui chacune allait parler, devait parler 2 minutes, mais n'allait parler un quart d'heure chacune. Et puis ensuite, donc il a réfréné quand même un peu, ça a été canalisé. Et aussi, grâce à ce comité scientifique, et ce fonctionnement avait été voulu par Jean-Pierre Kahn dès le début, et il est maintenu, et je le trouve très productif pour le CS. Et d'autre part, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers le travail du CS et les personnes extérieures aux IREM qui y participent, ça contribue au lien entre les IREM et leurs partenaires. Et d'autre part, grâce au CS aussi, beaucoup de personnes découvrent le travail des commissions inter-IREM, et je voudrais juste citer le jour où la commission inter-IREM lycée professionnel est venue nous présenter pour la première fois son travail, et où on a vu à quel point les lycées professionnels étaient vraiment des terrains, comme des laboratoires d'innovation pour l'enseignement, vu que la pression qui s'y exerçait par les autorités était peut-être un peu plus faible, vu aussi qu'ils devaient réconcilier avec les mathématiques réellement leurs élèves pour pouvoir fonctionner. Voilà, c'est tout. Et on arrive au dernier intervenant. Voilà, je suis le nouvel ancien. Et moi, j'ai raté ma sortie, puisque le jour où je devais passer le flambeau à Anne, c'est le jour où les Gilets jaunes ont empêché la tenue de la journée plénière des C2I. Donc, je vais essayer de me rattraper très, très brièvement. Mais avant, donc, je voudrais parler un tout petit peu de mon prédécesseur Fabrice, qui s'excuse auprès de tous de ne pas être là. Il a été une des chevilles ouvrières du colloque, il a beaucoup travaillé pour sa mise en œuvre, il a contacté personnellement un certain nombre de conférenciers ou d'animateurs d'ateliers, et voilà, pour des contraintes familiales très fortes, il a dû renoncer à venir au dernier moment. Il aurait vraiment beaucoup aimé être là. Je vais dire un tout petit mot peut-être de son mandat. Alors d'une part, pour dire que grâce au travail des prédécesseurs, les relations avec la DGESCO, DGZIP, je pense que c'était déjà un peu apaisé. En tout cas, il y avait moins de problèmes pour obtenir le budget. Comme tu l'as dit, le GIS s'est mis en place sous le mandat de Fabrice. Je crois qu'on en est à une quinzaine d'IREM qui font partie de ce GIS, qui permet d'avoir une petite réserve de guerre en cas de coup dur, de mettre en commun en tout cas une partie des ressources de chaque IREM qui arrive localement maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure. Un des points forts, alors peut-être celui que j'ai retenu du mandat de Fabrice, alors là aussi c'est lié à la ministre en poste à ce moment-là, qui a lancé une stratégie mathématique qui se voulait très volontaire pour mettre l'enseignement des mathématiques en avant. Alors avec des effets qui n'ont pas toujours été très sensibles, mais au moins dans un cas il y a eu des effets très positifs, avec la création de ressources communes de la DIREM, de l'inspection générale et de la DGESCO. Je crois qu'il y a eu 3 ateliers du colloque qui ont été consacrés donc à 3 des 4 ressources qui ont été produites en commun. Moi j'ai assisté qu'à un seul de ces ateliers, mais j'ai pu voir avec un peu plus de détails comment ça a été conçu, à quel point ça avait été un travail riche et intéressant, et puis à quel point peut-être le résultat pourrait être intéressant pour la suite. On a beaucoup parlé du problème de diffusion des travaux des IREM. Ce qu'ont réalisé donc, le groupe qui a travaillé sur alors c'était la brochure, je ne me rappelle plus, Maths et langage.
il s'agit de faire un travail de synthèse, de rendre vraiment accessible tout un travail de recherche autour de ce thème. Alors, la commande c'était 6 pages, je crois que ça a été une vingtaine finalement, mais dans un langage vraiment accessible, rendre plus clair tout un tas de travaux de recherche autour de ce thème. Donc ça pourrait peut-être continuer plus tard. Alors, au moment où Fabrice me passait la main, la secrétaire de l'IRM de Paris qui gérait le budget, Martine Lamy, comme tu l'as dit, passait la main aussi, plutôt c'est l'IRM de Paris qui passait la main à l'IRM de Lille pour la gestion du budget, et à Lille, sous la direction de François Réchet, il y a Stéphanie Ninive qui a repris tout ça en main de façon extrêmement efficace, il faut le dire ici, même s'il y a encore des choses qui sont gérées à Paris. Il y a notamment Laetitia Gourmand qui s'occupe de la gestion des C2I, Jérôme Barberon qui s'est, je crois, beaucoup occupé de la numérisation des ressources. Voilà. Et puis, je ne sais plus qui tu as parlé de Jean Germoni qui avait renouvelé, mis en place le portail des IRM. Alors il n'a pas complètement disparu, hein. En fait, même s'il n'a plus de rôle actif dans la DIREM, il est toujours derrière son ordinateur pour répondre à nos questions et nous aider à maintenir le site et les listes de diffusion. Et puis peut-être il faut parler aussi de Lionel Vaux qui à Marseille gère le serveur. Ouais. Et puis Jean-Louis Meltré, merci pour le serveur de Publimat, plus spécifiquement. Alors de mon côté, moi comme c'est encore tout récent, j'ai peut-être un peu de mal à oublier les nombreuses actions. Ça a été un mandat de seulement 2 ans, ce qui est court par rapport à d'autres, mais quand même bien rempli. Alors, bien sûr, il y a eu la préparation du cinquantenaire, la création d'une commission inter-IRM informatique sur des bases qui existaient déjà, puisqu'il y avait un groupe de la commission lycée qui avait travaillé sur l'informatique, avec l'aide d'informaticiens de la Société informatique de France, qui s'intéressent à l'enseignement de leur discipline. C'est une commission qui a très bien démarré, qui est très dynamique. Mais peut-être ce dont je dois parler, en insistant un tout petit peu plus, c'est ce dont on a eu l'occasion de parler, on est en plein encore dedans, la mission d'Ilani Torossian pour réformer l'enseignement des maths, et la réforme du lycée. Johan disait en ouverture du colloque qu'il y en avait une tous les 50 ans de cet ordre-là. Alors le réseau tout entier s'est beaucoup impliqué dans les auditions, les réflexions autour de ces 2 réformes, notamment donc, pour répondre aux questions préliminaires de la commission d'Ilani Torossian avec des contributions de très nombreuses C2I. On a réussi peut-être avec d'autres, puisqu'on a été auditionné avec bien d'autres, à faire entendre qu'il y avait un très fort besoin de formation continue et que ce n'était pas à la hauteur. Il faut changer à terminer. Je ne oui. pense pas, je pense que le risque d'être enfermé je voudrais juste dire que même si la mission d'Ilani Torossian nous a donné quelques espoirs en entendant nos demandes, la réforme du lycée les a un peu touchés quand on voit la place des sciences et des mathématiques dans les nouveaux cours. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour se décourager.